Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcat, le podcast dédié à la photographie, comme son nom l'indique évidemment. On y parle d'images et de créativité avec des gens cool et talentueux ou talentueuses. Aujourd'hui, je suis super content de pouvoir discuter avec Mathieu Stern. Je vais pouvoir lui poser plein de questions autour de son travail sur YouTube, que j'apprécie beaucoup, sa passion pour l'expérimentation photographique, son rapport aux réseaux sociaux et sa vision du métier. Bonne écoute. Mince, je t'ai pas dit pour le dress code. C'est obligatoire d'avoir un bonnet. J'ai vu les vidéos la dernière. J'y pensais. Mon audience va m'en vouloir si je te le dis pas. On va y aller. Je vais faire taire le fanboy qui est en moi, parce que je considère que tu as une des chaînes les plus créatives de YouTube sur la photo. Donc voilà, déjà, est-ce que tu pourrais te définir en quelques mots Bonjour. Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mathieu, je suis créatif, on va dire, en général. Ça veut dire que je fais de la vidéo, de la photo. J'aime pas trop dire que je suis photographe parce que c'est un peu réducteur, mais bon. C'est réducteur, photographe ? Parce que je fais plein d'autres trucs. Oui, d'accord, oui. Mon activité principale, c'est pas photographe, c'est, on va dire, créateur de contenu. Bon, après, c'est que des mots un peu vagues. Mais oui, si on veut résumer, photographe et puis surtout créateur d'images en général, avec des images qui, pour moi en tout cas, ont des histoires et sont un peu originales et uniques. Donc c'est comme ça que tu te présentes ? Non, en général c'est plus rapide. Bonjour, je suis photographe. Mais du coup, tu dis que tu es créateur de contenu parce que tu as une chaîne YouTube. Voilà. La plupart de ton contenu est créé pour YouTube ? Non, parce que 80% de mon contenu est à destination de YouTube. Après, j'ai une chaîne, j'ai un compte Instagram qui commence à être pas trop mal en termes d'abonnés. Et puis, je fais un peu de TikTok parce qu'il faut que je reste dans le game. Ouais, je sais. On me l'a dit, il faut que je fasse du TikTok aussi. Voilà, donc là, dit TikTok, j'ai que 10 000 abonnés, mais c'est plus pour étudier un peu le truc. Ouais. Je n'ai pas une passion pour l'instant pour TikTok, mais je l'utilise quand même, je regarde pas mal TikTok. Mais c'est vrai que j'ai plus un intérêt pour créer des Reels sur Instagram, donc les formats verticaux, je sais pas si tout le monde connaît, mais les formats verticaux pour Instagram qui sont qui amènent beaucoup d'abonnés. Et puis surtout YouTube, que ce soit en format short, donc en format vertical, ou format traditionnel 16/9, qui est le format où je m'amuse le plus, parce que on peut faire des longues vidéos, on peut raconter des choses, même si des fois on n'a pas envie de faire des longues vidéos, on aimerait bien faire des vidéos beaucoup plus courtes, mais justement c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que maintenant on a ces différents outils pour faire différentes longueurs, pour aborder des sujets de manière différente. C'est intéressant ça. Est-ce que tu crées un contenu qui est adaptable autant, quand tu fais un format court, est-ce que tu le penses pour qu'il soit autant mis sur Reel que sur TikTok, que sur YouTube Short par exemple, ou tu penses que chaque plateforme est assez différente pour devoir vraiment séparer le truc? Techniquement, un format 9/16, on peut le mettre sur toutes les plateformes. Ouais, mais je parle de la grammaire. Tu vois, chaque plateforme a un peu sa grammaire, son truc. Les Reels n'ont pas le même langage que les TikTok, et les TikTok n'ont pas les mêmes langages que les Shorts, même si techniquement, maintenant, tout se mélange un peu. Moi, j'ai beaucoup plus de facilité à faire des Reels qui cartonnent qu'à des TikTok, par exemple, parce que j'ai plus trop l'âge des TikTok, même si maintenant je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont tous les âges sur TikTok, mais c'est un langage qui est propre, et puis l'algorithme TikTok est beaucoup plus basé sur la reproduction des trends et des choses que d'autres gens ont fait, alors que l'algorithme de Instagram est plus sur la découverte de nouvelles choses, de nouvelles émotions, de c'était trop cool, j'ai trop envie d'en savoir plus. TikTok c'est plus j'ai déjà vu une vidéo qui ressemble à ça, celle-là elle me fait rire aussi, hop je vais la liker. Donc c'est pas le même langage. Et puis alors YouTube Shorts là c'est n'importe quoi. Ils ont essayé de... C'est une copie, mais là, c'est de la poubelle. Mais tout dedans, il y a des trucs volés. Enfin, on fait un peu ce qu'on veut. J'en ai quelques-uns qui ont très bien marché. Puis la plupart du temps, ça fait des tout petits chiffres. Ouais. Mais c'est au moins quand j'ai un sujet qui m'intéresse, qui mérite pas d'être de 8 minutes, qui est juste une petite blague visuelle ou un truc comme ça, du coup je le mets en short, et puis ça me permet de faire du contenu quand même. Mais donc du coup il y a quand même un langage différent, et puis après il y a encore d'autres plateformes qui existent, mais je suis pas spécialement présente dessus. LinkedIn, les autres réseaux sociaux qui peuvent être utiles pour des photographes et des gens qui travaillent dans les médias. Moi j'ai pas une grosse passion pour LinkedIn. C'est plus j'aime bien les réseaux sociaux qui bougent et qui proposent des nouvelles choses, et puis et qui s'adressent aussi directement à une audience de particulier. LinkedIn c'est vraiment très pro quoi. C'est vraiment du contact des marques ou des choses comme ça. Tu vas pas acquérir une audience sur LinkedIn, ou alors c'est des entrepreneurs qui n'ont pas forcément intérêt à la photographie, qui est quand même il y a
une population qui s'intéresse à la photo sur LinkedIn ou sur Twitter, mais c'est pas aussi facile d'être découvert sur Twitter ou sur LinkedIn. Bon, LinkedIn, on oublie. LinkedIn, on oublie. Twitter, par contre, ça Twitter, commence. Franchement, ça commence. Ça commence, mais il y a un gros mélange entre NFT. Donc, du coup, j'ai plus de mal à être motivé. Enfin, Twitter, je pose jamais rien. Je sais même pas comment j'ai fait pour avoir, je sais plus combien, 1500 abonnés. Je sais même pas comment. J'ai jamais rien posté. Là, j'essaye en ce moment de poster des trucs parce que je vois qu'il y a tous mes concurrents entre guillemets qui postent plein de photos. Mais je trouve pas qu'il y a la magie des 3 autres réseaux. Mais en fait, on parle des aspects techniques de ce que tu fais, mais on n'a même pas encore défini ta chaîne YouTube. Comment toi tu la définirais ? Ma chaîne YouTube, c'est une chaîne qui parle de photographie et de vidéos en général, mais sous l'angle de l'expérimentation. Donc vraiment, moi, c'est les expériences qui m'intéressent, et c'est de réussir à créer des choses, des résultats intéressants et uniques avec des techniques ou des outils soit qui n'existent plus, soit qui n'existent pas encore, des nouvelles technologies ou des vieilles technologies, et puis mélanger les différents univers en utilisant des vieux objectifs sur des boîtiers modernes, en utilisant des technologies comme l'intelligence artificielle mélangée avec des photos de 1900. Enfin, essayer de voir tout ce qui est possible et puis de s'amuser, parce que c'est comme le but du travail. C'est ça. Moi, je suis rentré dans ta chaîne avec la vidéo où je crée un objectif avec un iceberg quand tu étais en voyage en Islande. Qu'est-ce qu'il dit ? Je comprends pas. Et du coup, après, je me suis dit, bon, j'ai plein de vidéos. Et en gros, pour résumer, tu fais un peu ça, quoi. Tu crées des objectifs avec des Lego. Ou... Voilà, c'est cette recherche, en fait, d'originalité, moi, qui m'a plu. Et c'est pour ça que je dis que t'es vraiment une des chaînes les plus créatives sur la photo. Et du coup, je pense que c'est des formats qui peuvent, comme tu dis, s'adapter en long comme en court, faire des petits trucs. T'as juste le truc avec un montage, hop, bah regardez, j'ai pris de la glace, je suis en Islande, je prends de la glace, hop, je la polis, je la mets dans mon truc, hop, ça me fait un objectif. T'as songé à reprendre justement tes anciennes vidéos pour les réadapter à TikTok ? Alors j'ai essayé, il y en a qui ont très très bien marché, qui ont fait des millions de vues sur TikTok, et puis il y en a la plupart qui ont fait des gros hits. Je pense que parce que c'est celles qui ont le wow factor, où vraiment on se dit, visuellement il n'y a pas besoin d'explication, c'est juste waouh, c'est trop bien. Et ça me passe bien en format vertical. Quand il y a besoin d'expliquer, d'avoir un petit peu d'éducation sur qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on en est arrivé là ça fait des bins complets. Une vidéo que j'avais fait en horizontal, c'était sur la photographie miniature avec les tout petits bonhommes qu'on utilise pour les trains miniatures, avec un objectif macro 15 mm ultra wide, super macro. Et ça, par exemple, visuellement, il n'y avait pas besoin d'expliquer. Et ça a cartonné, ça fait je sais plus combien, 1,5 million sur TikTok. Et sur YouTube, à la base, les mêmes vidéos avaient très bien marché aussi. Par exemple, si j'avais fait je l'ai pas testé, mais je suis sûr que si j'ai fait l'iceberg, vu qu'il faut expliquer un peu le process, d'où ça vient, je pense que sur TikTok, ça aurait pas marché. Ouais. Il y a un côté vraiment... Ouais, t'aurais dû trop simplifier le truc, et au final, ça aurait perdu la substance de... Et puis sur ces réseaux-là, il y a un côté, les 3 premières secondes, il faut accrocher. Donc si on a besoin de dire bonjour, je vais vous expliquer comment j'ai fait, c'est trop long. Je vous montrer tout de suite un truc incroyable, et après on peut se permettre d'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai beaucoup de vidéos qui font 10, 12 minutes ou 8 minutes et qui sont complètement impossibles à transformer en autre format. Et puis c'est pas mon intérêt non plus, parce que TikTok c'est intéressant, mais ça reste YouTube la plateforme la plus intéressante pour moi, en tout cas, en tant que visibilité, argent, motivation, retour. Ouais, bien sûr. En fait, moi je le vois, et d'ailleurs c'est une vraie question. Est-ce que tu as découvert qu'il y avait vraiment une possibilité de transfert d'audience de TikTok sur YouTube? Parce que comme tu dis, l'intérêt c'est d'aller sur YouTube, et moi si je me dis est-ce que je vais sur TikTok, c'est pour récupérer cette audience et lui dire ok, maintenant on s'amuse là avec ces petites vidéos pour rentrer dans un contenu plus intéressant. C'est sur YouTube que ça se passe. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu l'as constaté avec tes reels ou La transformation TikTok vers YouTube, elle est catastrophique, voire inexistante. J'ai un pote qui est youtubeur et tiktoker, il a presque 1 million d'abonnés sur TikTok. Ça lui a fait gagner en presque 1 an 3000 abonnés sur YouTube. 1 million 3000. Et c'est pas un mauvais. Et il y a vraiment une impossibilité de faire cliquer les gens pour qu'ils quittent TikTok pour aller s'abonner à YouTube. Par contre, l'inverse, les gros youtubeurs qui ouvrent un TikTok le lundi, le mardi, ils ont 300 000 abonnés. Mais parce qu'ils étaient gros à la base, et que l'inverse... En fait, quand les gens ont des fans, mais des fans au sens j'ai 14 ans, je suis fan, ça marche. Par contre, quand c'est des gens un peu plus âgés qui sont pas obligatoirement
idoler les créateurs, c'est plus dur de les transformer. Et alors l'inverse, le TikTok vers les autres réseaux, c'est une catastrophe. Donc moi, je n'utilise pas TikTok pour avoir des nouveaux abonnés sur YouTube parce que ça marche pas du tout. Et Instagram, par contre, c'est pas pratiquement la même chose, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'abonnés qui arrivent de YouTube vers Instagram, mais transformer des Instagrammeurs vers YouTube, c'est aussi ce que je constate. Ouais. Moi, mes abonnés, surtout que je poste plus sur Instagram, je dois avouer, je poste que des stories pour tenir au jus les gens en fait, mais des photos, vraiment, j'en poste plus depuis, je crois que ça fait 10 mois que j'ai pas posté. Les photos, parce que ça me saoule. En gros, je sens bien que tous mes nouveaux abonnés, et que je le revois dans mes DM, c'est je t'ai découvert sur YouTube, j'adore, je te suis quoi. Mais il n'y a pas l'inverse. Le truc que j'ai remarqué, que j'ai appliqué moi sur Instagram, c'est que on parle que de réseaux sociaux, on n'a toujours pas parlé photos, mais que moi j'étais à fond respecter la grille de ton profil, faire des trucs de gamme de couleurs, tout ce que j'avais vu sur internet. Ouais. Il faut poster que des photos bleues avec du bleu dedans pendant un mois, et puis ensuite tu passes au rouge. Ou alors tout dans le même style. Et en fait, je faisais ça et ça marchait pas du tout. Et puis un jour, j'ai dit j'en ai marre et j'ai posté n'importe quoi avec aucune correspondance entre les couleurs, entre les sujets. Et là, ça a commencé à augmenter. Et après, j'ai commencé à poster des Reels. Alors là, ça a explosé. J'ai pris presque 20 000 abonnés en 2 mois. Et donc, en mixant ça, mettre des Reels, poster un truc... quand je fais des expériences, je dis, je poste les résultats. Je sais que par exemple, en ce moment, c'est très positif de poster des carousels, donc plusieurs photos en même temps. Alors que si tu postes qu'une seule photo, juste ta jolie photo, l'algorithme il n'en a plus rien à faire. Ouais. Maintenant c'est vraiment soit plusieurs photos, soit des vidéos. Et d'ailleurs le fondateur de Instagram a dit maintenant c'est vidéo. C'est plus une appli photo, il l'a dit texto, c'est ouf quoi. Mais c'est vrai que quand j'entends des photographes, que même des youtubeurs et tout qui se plaignent que Instagram maintenant c'est devenu vidéo et que c'est plus photo du tout. En fait il faut s'adapter. Moi ça me gêne pas. On peut faire de la photo en vidéo, on peut faire après les vidéos qui ont mieux marché dans mes Reels, c'est des trucs que j'ai filmés avec mon téléphone en 5 secondes sans y passer 3 heures. Après, je vois des mecs qui font des tutos super compliqués en format Reels, machin. Il n'y a pas une corrélation, énormément d'efforts et vues. Par contre, intérêt, oui, ça, il faut réfléchir à si c'est intéressant ou pas. Et donc, oui, donc il y a ce nouveau format et moi, il me dérange pas du tout et c'est vrai qu'il marche très bien. Ça va peut-être s'épuiser au bout d'un moment. Oui, ça, on sait pas. Mais c'est vrai que le fait de respecter comme ça une espèce de fausses règles qu'on sait même pas d'où elles viennent en fait. Oui, parce que sûrement ça a marché pour certains et peut-être le biais du survivant, il dit ça a marché pour moi, faites pareil. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de réseaux sociaux. Donc, mais continuons quand même sur YouTube, la photo c'est après. Parce que c'est quand même intéressant en tant que photographe. Pourquoi t'as décidé d'aller sur YouTube? Pourquoi t'as décidé de créer ta chaîne? Alors c'est une histoire. Je vais raconter une histoire. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai fait des études d'art et puis je travaillais dans la pub internet, donc buzz marketing, mais c'était quand même la pub. Et je détestais ça absolument, je détestais travailler dans la pub. J'étais rentré dans la pub parce qu'on m'avait dit tu pourras voyager, faire des vidéos, filmer des spots de pub et te payer à voyager et tout. Et c'était pas vrai du tout. On m'a enfermé dans un bureau, on se faisait piquer toutes nos idées par d'autres gens qui recevaient les louanges à notre place. Et donc du coup j'étais un peu déjà frustré et puis quand j'ai eu 30 ans j'ai décidé de partir en Islande pour mon anniversaire et je me suis dit je peux pas partir en Islande sans un bon appareil photo et donc j'ai acheté mon premier vrai appareil photo et là je suis tombé amoureux de la photo, des objectifs anciens. Bon, ça c'est une autre histoire. Et donc du coup quand j'ai commencé à faire mes expériences avec des vieux objectifs et tout et puis j'ai commencé à être pas trop mauvais en photo, en vidéo et j'ai commencé à travailler avec différentes personnes mais j'avais pas du tout l'idée de faire une chaîne YouTube. Puis un jour j'ai été invité à faire un tournage en Corse dans un festival de street art. J'étais pas payé, mais il me disait tu viens avec ton matériel et on te paye le billet d'avion et tu filmes le festival, tu nous fais une vidéo à la fin. Donc moi j'étais un voyage en Corse et puis enfin des gens qui reconnaissent un peu que je suis capable de faire un truc. Et moi sur le côté, c'était un hobby quoi. Je faisais mes expériences avec des vieux objectifs, mes photos et tout. Et puis le voyage s'est super mal passé, mais mais c'était horrible. Il me traitait comme de la merde, il me parlait mal. C'était vraiment le plan foireux de A à Z. C'était que des mecs, que des street artistes de seconde zone qui étaient tous vénères tout le temps, qui râlaient sur tout. Du coup, quand je les interviewais, ils crachaient sur tout le monde. Et on m'avait vendu, viens dans notre festival, tu vas pouvoir visiter la Corse, on va te faire visiter les parcs naturels et tout, ça va être trop bien. Et j'ai passé une semaine complète dans une gare.
dans une gare sur les rails à filmer des mecs qui faisaient des bombes. Donc j'ai jamais vu la Corse, j'ai jamais vu la nature de la Corse ou quoi que ce soit. Et donc le dernier jour, les mecs ils m'ont dit ils m'ont demandé de faire 10 vidéos, enfin le truc complètement ridicule. Moi j'étais déjà furax et je me suis dit mais j'ai plein d'idées, j'ai plein de découvertes que je pourrais montrer qui sont tellement plus intéressantes que ces bouffons qui font du street art. Qu'est-ce que je fous là quoi? J'étais complètement bloqué. C'était vraiment le plan foireux quoi. Et puis c'est ce sentiment de mais je vaux mieux que ça quoi. J'ai appelé ma copine on sortait juste ensemble, enfin on venait de sortir ensemble à ce moment-là, et elle avait vu un peu toutes mes recherches et tout en photo, et elle m'avait dit mais ok bah si ça se passe super mal, tu prends un avion et puis tu fais ton propre truc, tu parles de tes vidéos, je sais pas, parle de tes vidéos sur internet, sur ton blog, parce que j'avais un blog à l'époque, mais ça parlait pas du tout de photos, c'était plus justement de publicité, des trucs comme ça. Et là, je me dis, mais en fait, donc j'étais là, dans un village corse, face à des mecs, et je me dis, en fait, je bouffe du YouTube tout le temps, je regarde tout le temps YouTube, j'adore ça, j'adore la photo, et là, je suis en train de travailler avec des abrutis et perdre mon temps, alors que je pourrais... Pourquoi pas montrer ce que je suis capable de faire qui est pas si mal, qui est mieux que ce qu'ils font sur YouTube. Et je me suis dit bon bah je lance ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo, donc la toute première c'était un objectif de 120 ans sur un Sony A7 II. Donc j'ai adapté. C'était pas celui de la guerre? Non, c'était bien avant, c'était il y a 8 ans bientôt. C'était un objectif de caméra à soufflet là, de 1910, okay. Même peut-être un peu avant, que j'avais adapté avec des trucs des tuyaux d'arrosage, des trucs comme ça sur un A7 II. Quand je dis que ce mec est un génie. Et du coup, j'avais filmé une fille, c'est pareil, à l'époque, j'aurais jamais osé demander à un modèle de venir et tout, donc j'étais tellement plein de motivation après ce voyage pourri, j'étais tellement, il faut que ça change, que du coup, j'ai osé demander à un modèle, j'ai sorti mon matos, j'avais un slider, enfin, j'avais tout préparé. Je fais la vidéo, je suis plutôt content, je la poste sur ma chaîne YouTube qui était pratiquement inexistante, et première vidéo, 100 000 vues. Oh, putain. En plus, à l'époque, 100 000 vues, c'était beaucoup de vues. Ouais. Et des articles partout dans la presse internationale avec cet objectif-là en tout cas. Parce que à l'époque, personne l'avait fait. Je me suis dit, bon, bah, il y a un truc, parce que 100 000 vues, j'ai rien fait d'autre. Les mecs, ils ont l'air de tous aimer. Et du coup, j'ai commencé toutes les semaines à me forcer à faire une vidéo qui parlait de ce sujet-là. Et puis, bah, au fil du temps, au bout de 2-3 mois, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien, j'adore. Donc, je vais continuer. Et puis maintenant, bah, je fais pas que ça, mais en tout cas, j'en fais une par semaine. J'essaye de faire une vidéo par semaine. Et il y a ce côté, essayer de toujours trouver des nouvelles choses, des nouvelles idées, et puis de pas s'ennuyer moi-même, de pas ennuyer les gens, de pas m'ennuyer moi-même. Des fois, il y a des vidéos où je suis moins bon parce que justement j'y croyais moi-même moins. Et puis il y a des vidéos où j'ai en 8 ans, forcément. Ouais, voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Yeah. Ok, belle histoire. Pourquoi avoir choisi de faire ta chaîne en anglais? Puisque voilà, pour ceux qui connaissaient pas, parce que mon audience est plutôt française. Du coup, je sais pas s'ils regardent ta chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de toi sur Instagram. Mais pour ceux qui te connaissent pas, t'as une chaîne en anglais en fait. Pourquoi ce choix? Bah, le choix, il était, j'avais pas vraiment de doute, parce que à l'époque, avant de lancer ma chaîne, moi, je consommais que du contenu en anglais. Et en fait, vu que je travaillais dans le buzz marketing et que je faisais beaucoup de travail autour de tout ce qui est justement avoir le maximum de visibilité sur Internet, bah tout ce que je faisais, c'était en anglais. Tout ce que je consommais, mais tout ce que je créais, c'était en anglais parce que c'était le meilleur moyen de toucher toute la planète. Donc quand j'ai créé ma chaîne, je me suis dit, mais en fait, mon but, c'est pas de parler que aux Français et au Canada, mais c'est de parler à toute la planète. Et de toute façon, avec le recul, si j'avais fait ma chaîne en français, 8 ans plus tard, j'aurais peut-être 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, grand maximum, mais je ne montrerais pas plus. Oui, il y a un plafond de verre en France. En France, il y a 65 millions de Français, donc il y a beaucoup moins que toute trace de l'humanité. Puis du coup, aussi, le fait d'avoir une audience internationale, ça m'a permis d'avoir des partenariats, des collaborations avec des gens du monde entier, avec des photographes du monde entier, mais avec des marques aussi du monde entier, que j'aurais jamais eu en tant que juste franco-français, parce que les marques de matériel photo,
photo vont avoir un quota de quelques youtubeurs, quelques influenceurs en France à qui envoyer du matériel. Et moi, avec un sujet aussi de niche que les objectifs anciens et les expériences photo, même en France, j'aurais peut-être été un tout petit youtubeur. Donc là, actuellement, à l'international, je suis pas un très gros youtubeur. T'approches les 300 J'approche les 300, mais 300 000, hein, 300 abonnés. Ouais, la visibilité qu'on a à 300 000 à l'international permet d'avoir beaucoup de choses qui peuvent se créer dans la collaboration, dans les deals avec des marques qui t'envoient du matériel pour faire des reviews et des choses comme ça. Ce qui fait que ça fait vivre la chaîne aussi, parce que si je pourrais pas m'acheter tout le matériel dont je parle tout le temps. Donc, et puis il y a aussi le système. Voilà, je reçois des trucs du Japon, des trucs complètement expérimentaux qui viennent de tout partout dans le monde. Que si j'étais français, j'aurais peut-être du matos français ou du matos de Belgique ou les pays qui parlent français, mais ça serait un tout petit marché. Et puis surtout, ça me permet d'avoir des conversations, des échanges avec des gens du monde entier aussi. Donc là, par exemple, un exemple tout frais, la vidéo que j'ai sortie hier, c'est un mec en Californie qui m'a envoyé des pellicules qui sont périmées depuis 1967. Et donc il m'a dit, est-ce que j'ai trouvé ça dans une brocante en Californie, est-ce que tu penses que tu peux prendre des photos avec, parce qu'ils sont périmés depuis 60 ans. Je dis on va voir, on va tester. Et en fait ça marche super bien, et les photos elles sont trop bien. Donc du coup et ça si j'avais fait ma chaîne en français, ce mec de Californie il m'aurait jamais su que j'existais, il m'aurait jamais envoyé un truc comme ça. Des gens qui m'envoient des vieux appareils photo aussi, j'ai reçu un Edixa d'un mec en Croatie, j'ai reçu du matos malheureusement j'ai reçu du matos d'Ukraine, parce qu'il y avait beaucoup de matériel photo soviétique en Ukraine qui existe toujours là-bas, mais les contacts que j'ai là-bas ils sont bien embêtés en ce moment. Mais voilà, donc toutes ces relations, ces opportunités, si j'avais fait en français, elles auraient existé, mais elles auraient été beaucoup plus faibles. Et puis je me prends tout le temps des insultes et des commentaires de français qui me crachent sur mon accent et tout, mais en attendant après moi j'ai travaillé, c'est vrai que j'avais un accent très très fort, mais après j'ai appris l'anglais tout seul, parce que quand tu sors de l'école française, quand tu sors du lycée français, c'est une catastrophe. Donc après j'ai appris l'anglais tout seul, mais c'est vrai que j'avais un accent très français, et donc du coup j'ai pris un coach, j'ai travaillé là-dessus, et maintenant quand je sors des vidéos qui font 500 000 vues, 1 million de vues, j'ai pratiquement plus d'insultes. Bien sûr, j'ai toujours une insulte d'un Français, mais quand j'ai des insultes, c'est toujours des Français. Donc du coup, maintenant, ça m'intéresse plus d'essayer de plaire à tout le monde, et faire une chaîne en français, ça représente beaucoup de travail, et finalement... Franchement, tu peux pas faire des... J'ai des Français qui regardent ma chaîne en anglais qui adorent. Je vois pas pourquoi j'accepterais de changer, enfin de me rajouter le double de travail pour 10 personnes qui sont pas contents et qui veulent absolument voir les contenus en français. En plus, il y a les sous-titres, il y a plein d'options, et il y a beaucoup de vidéos aussi que je fais où je ne parle pas, heureusement, qui sont juste visuelles et qui sont plus des émotions à comprendre, et comme l'objectif en iceberg ou la vidéo avec le chat, où c'est des vidéos qui sont sans parole, sans texte, et c'est juste comprendre un processus de photographie. Et moi, c'est ça qui me plaît le plus. Après, j'aime pas parler, j'aime pas me montrer dans mes vidéos, mais c'est vrai que des fois, quand c'est très compliqué, un processus très compliqué par exemple pour la pellicule périmée, là, d'avoir tout un système technique à expliquer, sans parole, sans rien dire, ça devient compliqué. C'est quoi ta vidéo préférée de toi ? Ta vidéo préférée et celle que tu conseillerais à ton audience, enfin à quelqu'un qui voudrait te découvrir ? Mais la vidéo qui m'a le plus vraiment demandé de motivation, mais ma vidéo préférée, c'est dur à répondre, c'est vraiment, pour moi, c'est l'objectif en iceberg. Même s'il n'est pas parfait, c'est un projet où j'ai tellement galéré pour le faire. J'ai vraiment failli abandonner à la dernière minute parce que c'était invivable. En gros, pour expliquer très rapidement, j'ai fait un objectif photo en glace, en eau glacée. Donc la lentille de l'objectif, c'est de la glace, mais pour compliquer la vie, j'ai été en Islande pour prendre de la glace qui venait d'un iceberg, pour pouvoir avoir une glace totalement pure, et qui en plus a 10 000 ans, parce que c'est des icebergs qui ont 10 000 ans. Donc c'est le plus vieil objectif du monde. Et c'est un objectif qui avait une durée de vie d'1 minute, parce qu'il commençait à fondre au bout d'1 minute. Et en fait, ce que j'avais pas calculé dans mon calcul, c'est que à Paris, quand je faisais mes tests, l'objectif, j'arrivais à le faire fondre à la bonne forme d'objectif en 5 minutes.
Sauf qu'en Islande, il fait beaucoup plus froid. Donc, du coup, ça met 45 minutes. Et bien sûr, les premiers ne marchaient pas. Donc, du coup, j'ai passé 5 heures dans le froid islandais avec ma femme. Et la nuit d'avant, on avait dormi dans la voiture sur une plage parce qu'il y avait une tempête. Donc, on était crevés, on était gelés. Et on a fait passer 5 heures dans le froid. Et moi, j'étais en train de devenir fou. Et tout le projet allait tomber à l'eau. Et la dernière lentille, 5 minutes avant d'abandonner, elle marche. Je filme avec, je fais des photos. Et après, j'ai dit, j'arrête, j'en peux plus. Et en fait, les photos, elles sont trop bien. Alors, bien sûr, c'est des photos faites avec un objectif en glace, donc c'est flou, mais elles ont un cachet qui est intéressant. Et après, quand j'ai fait la vidéo, j'ai tout expliqué. Et justement, c'est une vidéo où il n'y a pas de parole. Et la vidéo a très bien marché. Elle a été diffusée partout, sur la BBC, dans le New York Times et tout. Et j'étais super content. Et j'ai été interviewé par le journal télé islandais, que des trucs comme ça où c'était une reconnaissance du travail plus qu'un truc de buzz où c'était un truc. C'était plus vraiment un projet artistique qui était complet, quoi. Et puis après, la vidéo que les gens pourraient découvrir, c'est compliqué. Je dirais la vidéo de l'objectif de la Première Guerre mondiale, où en gros j'ai pris un objectif de pocket caméra Kodak. Donc c'était un petit appareil photo gros comme un smartphone qui était utilisé par les soldats dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Et donc j'ai pris ce tout petit objectif, je l'ai adapté avec des tubes et des systèmes d'hélicoïdes sur un A7 II, et je suis allé filmer, je suis parti à Vienne et j'ai filmé mon voyage avec cet objectif-là. Et cette vidéo-là, elle a fait, je sais plus exactement, 2 millions de vues. Ouais, je crois que c'est une des plus grosses de ta... C'est une des plus grosses, et c'est pareil, c'est juste, ça explique un peu le processus, mais c'est surtout plus des émotions et à quoi ressemble le monde quand on filme à travers, quand on mélange deux technologies, 2020, à l'époque, je sais pas quelle date c'était, mais 2020 et 1914, et qu'est-ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est pareil, ça n'avait pas été fait avant, donc les gens ont aimé. Et puis il y avait le côté historique aussi, parce que c'est un objectif qui a sans doute vu la guerre, qui est resté dans le noir pendant 100 ans et qui du coup lui redonnait vie. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est redonner vie à des vieux objets ou à des histoires. La troisième vidéo qui pourrait motiver les gens, qui n'est pas du coup un truc sur la technologie des objectifs, mais plus sur les techniques, c'est la vidéo du chat, où en gros je développe avec une technique, le cyanotype, je développe une photo sur verre qui date de 1900 aussi. Il y a toute une histoire qui explique d'où vient cette photo, qu'est-ce qui est représenté dessus. C'est pareil, il n'y a pas vraiment de dialogue dessus, mais ça a touché beaucoup de gens et elle a fait 2 ou 3 millions de vues. Alors je dis des chiffres, mais je ne me rappelle plus, mais beaucoup de retours surtout. C'était ça le plus impressionnant avec cette vidéo-là, c'est des messages toute la journée non-stop de gens qui disaient qu'ils avaient pleuré en regardant la vidéo. J'ai un mec, un viking avec qui j'ai bossé, un mec qui est en Finlande, qui fait les trucs en cuir, qui fait de la moto, tout, la grosse brute, et il m'a envoyé un Instagram, il me dit j'ai pleuré en regardant ta vidéo. Ce retour-là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui sont de différents pays, ça revient sur pourquoi en anglais, c'est que il y a des gens du Pérou et des gens de Chine et des gens d'Islande qui sont touchés différemment, qui en parlent différemment aussi. Et ça c'est vachement intéressant. Ouais, parce que dans tes vidéos, c'est ça, il faut que les gens comprennent, ceux qui ne te connaissent pas, c'est un challenge technique, mais la vidéo, c'est pas la vidéo d'un challenge technique, le montage et la musique, c'est beaucoup d'émotions, de découvrir en fait des objets anciens et comment leur donner vie, et en fait c'est ça, c'est l'émotion que tu transmets dans tes vidéos. La question, c'est comment tu fais pour trouver ces idées. En plus, tu dis que tu publies toutes les semaines. Déjà, j'ai une veille technologique, donc c'est-à-dire que je regarde tout le temps ce qui se fait, les nouveautés, les nouvelles technologies. Je regarde aussi tout ce qui s'est fait avant, donc je suis plein de différents... C'est de la recherche. Voilà, c'est beaucoup de recherche. J'adore chercher les trucs sur Internet, j'adore trouver des trucs au fin fond d'un forum qui a eu une seule occurrence, tout le monde l'a oublié. Moi, j'ai dit, mais je pourrais peut-être utiliser ça. J'adore mixer les trucs. Donc faire des expériences, et donc du coup ça peut te mixer des sujets aussi ou des technologies, et j'adore faire exactement l'inverse de ce qu'on est censé faire avec quelque chose. Donc quand on me dit cet objectif là c'est fait pour le portrait et c'est tout, je dis moi je vais faire du paysage avec. Ou alors si on me dit cet appareil-là, il est uniquement utilisé pour, je sais pas, faire un truc précis, ou je dis non, je vais l'utiliser pour faire autre chose. Et même quand j'étais petit, quand on jouait aux jeux vidéo, quand tout le monde, les jeux de course de voiture, j'attendais que le truc passe au vert, puis moi je partais dans le sens inverse. Ou alors dans GoldenEye, quand tout le monde partait, quand on jouait à 4 là, moi je me cachais et puis j'attendais que les autres passent pour leur tirer dans la tête. C'était pas pour pas jouer avec les autres, c'était plus pour voir toutes les possibilités qu'on avait à partir d'un truc obligatoire. Moi je vais essayer de passer par derrière pour avoir
des options différentes. J'étais juste l'enfoiré qui cherchait le pistolet d'or pour être le relou. Ouais, mais mon but c'était pas de gagner en fait. Tu vois, le truc de la voiture qui part dans le sens inverse, c'était pas de gagner, parce que sinon je perdais automatiquement, mais c'était de voir qu'est-ce qui se passe quand on fait pas ce qu'on nous demande. Et c'est exactement ça dans ma chaîne, c'est les pellicules qui sont périmées depuis plus de 6 mois, de toute façon c'est inutilisable, machin. Le truc il a 60 ans, il marche très bien. Le renouveau de l'argentique et tout ça, c'est pareil, c'est il y a que le digital qui compte, machin. Bon, bah, moi, je vais voir, je vais réussir à faire une vidéo qui va cartonner en parlant d'un appareil qui a 50 ans, quoi. Et j'aime pas quand on me dit, il faut faire ça comme ça, si tu veux que ça marche comme ça, il faut faire ça comme ça. Ça, moi, ça n'a jamais marché de me dire ça, donc du coup, je fais l'inverse. L'objectif en glace, c'était exactement ça. C'est-à-dire que absolument tous les gens à qui j'ai demandé de l'aide pour faire ce truc m'ont dit c'est impossible, t'y arriveras pas. Je dis bon bah je vais essayer quand même. Bah je vais le faire. Je vais le faire quand même. Après il y avait plein de défauts, et il a plein de problèmes, mais il a marché. Franchement, honnêtement, même si ça aurait échoué, c'était une aventure incroyable. En fait, c'est de filmer, d'avoir l'idée. Moi, je regarde pas pour le truc pour me dire il a fait ça avec tel objet. Ouais, il aurait pu utiliser ça. Non. C'est d'avoir cette idée dans la tête et de transmettre autant d'émotions, à dire putain mais faut que ça marche, faut que je trouve la solution. Moi je trouve que t'aurais des vidéos où il y a des échecs à la fin, mais elles seraient pas mieux, mais c'est au moins aussi bien, parce qu'en fait ce serait vraiment le voyage qu'on a fait avec toi, de se dire moi je veux faire ça, ça marche, ça marche pas, bon bah peut-être que la prochaine fois je pourrais essayer ça, tu vois. Et c'est vrai que l'échec ça fait partie des expériences, et c'est vrai qu'au début de la chaîne j'avais tendance un peu à cacher toute la partie recherche, échec, et là ça fait plusieurs vidéos où je montre les problèmes qu'il y a eu, et c'est vrai que les gens ça les touche plus. Ouais, bien sûr. Là, dans la dernière j'ai montré que j'ai foutu en l'air une pellicule sur le lot de pellicules anciennes qui m'a envoyé. J'en ai une que j'ai littéralement fait exploser. Bon bah j'ai expliqué, voilà, j'ai fait une erreur, j'ai fait exploser, c'est bête, mais bon voilà, je vais tester, je vais apprendre, et je vais pas faire la même erreur sur les autres. Et c'est vrai qu'avant j'aurais plutôt tendance à effacer ça, à dire non, j'en parle pas, je veux pas montrer que je me suis trompé. Et maintenant c'est plus acceptable, on va dire. Je pense qu'on va quitter un petit peu YouTube pour se concentrer un peu plus sur la photographie justement et ton travail. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail professionnel en photo? Est-ce que tu ne fais que YouTube, de la création de contenu et c'est ta source de revenus, ou est-ce que tu as des vrais travails photo à côté? Alors actuellement je fais différentes choses. Je fais donc beaucoup YouTube, je fais de la formation en entreprise sur tout ce qui est justement réseaux sociaux, les nouvelles technologies liées à l'image dans les réseaux sociaux, et puis je fais à l'occasion photographe, on va dire, de portraits, plutôt portraitiste pour des comédiens, des choses comme ça, mais je dois avouer que c'est pas ma passion principale, donc moi c'est vraiment d'expérimenter. C'est plus, ça vient plus de YouTube, de faire des expériences avec des marques, de faire des sponsoring, des choses comme ça. Ça me permet aussi de m'amuser de plus que dans le portrait traditionnel. Je fais pas de photos de mariage par exemple, je fais pas de choses comme ça. Je pourrais, si j'ai des demandes, j'ai eu plusieurs demandes, c'est juste que c'est pas mon truc. Non mais je comprends, parce que je fais un peu la même chose en fait. Moi j'ai voulu me séparer du sérail classique de la photographie professionnelle. C'est pour ça qu'en fait sur YouTube, tous les shootings que je fais sont à destination de YouTube, et ça me permet de faire en fait ce que je veux, tu vois, n'importe quel shooting de photo. Mais je voulais savoir s'il y avait quand même dans tous tes revenus une zone qui est dédiée à la photographie, mais non. Ouais, enfin la chaîne YouTube c'est de la photo, donc du coup c'est la photo qui fait la chaîne YouTube, c'est la manière de communiquer sur ton travail photo, en fait. Mais par exemple, j'ai fait des séries de photos artistiques que j'ai réussi à vendre en les prints de ces photos, j'ai réussi à les vendre grâce à ma chaîne YouTube. Si j'avais fait ces prints et que j'avais fait le parcours traditionnel d'aller dans une galerie, d'essayer de les vendre, faire des expositions, je ne sais même pas si je les aurais vendus et si j'aurais trouvé une galerie et tout. Alors que là, avec YouTube, c'était vendu dans la journée. Et Instagram aussi. Donc pour moi, tous ces réseaux, c'est des galeries qui présentent mon travail, et j'incorpore des parties de mon travail de recherche photo dans mes différents réseaux sociaux. Donc c'est un portfolio géant. Et pour moi, il n'y a pas une séparation entre le portfolio et les vidéos où j'explique un peu ce que je fais. Après, bien sûr, si on me propose une exposition, un truc comme ça, je réfléchirai. On m'a déjà proposé, mais j'ai pas ce sentiment d'être un photographe avec une série de photos tous les 6 mois, le classique, dans un livre, machin, exposition, prix, concours, machin. Et j'en connais, j'en ai rencontré des photographes qui sont très très concours. Très parcours classique en fait. Voilà. Et du coup, moi c'est des choses que je me demande, c'est est-ce que je peux me définir comme photographe? En tout cas, dans les yeux de beaucoup de ceux qui sont dans le milieu, tu vois, t'es pas photographe. Alors je sais pas si c'est
l'ego, tu vois, qui fait que non, c'est comme ça, c'est très classique, tu vois, les vieux de la vieille qui ont leur truc, ou si c'est vrai, si on peut pas se définir comme photographe puisqu'on va toucher à d'autres milieux. Je sais pas. En fait, photographe, tu l'aides dès que tu appuies sur le bouton. Exactement. Donc, c'est bien, on a la même définition. C'est ridicule de bloquer les gens dans des cases. Et il y a des photographes qui ont fait des grandes écoles de photographes qui font des pubs de bouteilles de shampoing toute leur vie. C'est pas une étoile, qu'on s'appelle une médaille que tu as sur le shérif, là, une médaille qui dit moi je suis photographe, donc je suis supérieur à tout le monde. Tout le monde est photographe. Il y a des gens qui font des photos qui sont vendues des millions de dollars avec des téléphones ou des appareils photo tout pourris. Il y a des gens qui font qui ont des Hasselblad et qui sont pas capables de faire une photo. Le nombre de gens que j'ai rencontrés, même de gros youtubeurs, je ne dirais pas qui, mais de gros youtubeurs qui font des vidéos sur la photo et qui ont aucune idée de comment fonctionne leur appareil, mais aucune. Balance mais en tout cas, oui, j'en ai rencontré. Balance ton youtubeur photo. Il n'y en a pas qu'un seul, malheureusement. Et qui n'ont aucune notion d'optique, de lumière, quoi que ce soit, qui appuient sur le bouton et qui ont des millions d'abonnés et en fait, personne ne remet en question le fait qu'ils soient photographes. C'est juste qu'ils y connaissent rien. Et le mec qui a fait 5 ans d'études, dans des écoles, qui connaît tous les objectifs, les focales, les lumières, les systèmes de diffusion de lumière, et qui fait des photos que ça n'intéresse personne. C'est pas ça qui est important, c'est justement qu'est-ce que tu transmets à travers tes photos, qu'est-ce que tu racontes. Oui, je suis d'accord. Parce qu'au final, les youtubeurs que tu disais, qui ont aucune connaissance de leur matos, c'est pas un mal. Moi, ma copine, elle sait pas faire fonctionner les appareils. Elle a un œil, quoi. Je sais que dès qu'elle a fait des photos, je me dis putain, mais t'as pensé à... Elle me dit ouais, mais tu vois, je voulais faire ça, tu vois. La démarche, et c'est ça être photographe en fait. C'est savoir ce que tu veux raconter avec tes images. Des premières choses quand j'ai acheté mon tout premier appareil photo et que j'étais tout fier et tout, c'était un X5R, donc vraiment un petit machin APS-C, mais j'étais tout content. Et je suis allé à une soirée, un genre d'after work, et je prenais les photos des gens que je connaissais. Et il y a un mec qui m'a approché, il m'a dit c'est quoi ton appareil? Je dis tiens, un X5R, machin. Je dis mais c'est de la merde ça. Moi j'ai un Canon Mark 25 et du coup j'étais super vénère. Et après je suis allé voir ce qu'il faisait. Il faisait des photos de cosplay, mais genre bien creepy, tu vois, vraiment glauque. Il pensait qu'il avait le meilleur appareil et que ça le rendait supérieur à tout le monde, alors que ça changeait rien. 8 ans plus tard, il fait toujours des photos de cosplay creepy et moi je suis pas photographe, j'ai pas un badge non plus, mais moi je m'amuse avec mon boulot et j'en vis. Surtout, je pense que tu inspires plus de gens. C'est le plus important. Mes yeux, en tout cas, je dis pas aux gens vous pouvez pas. Moi, je dis vous pouvez. Vous pouvez avoir plein d'options. Vous n'êtes pas obligé d'être riche. Vous n'êtes pas obligé d'avoir plein de matos. Vous pouvez faire des trucs géniaux avec. Et c'est ce que je dis toujours. C'est les gens me demandent c'est quoi la meilleure caméra pour commencer. Je dis c'est celle que t'as ou celle que tu peux t'acheter, parce que la photo, personne ne verra la différence. Et les plus belles photos de l'histoire, tout le monde s'en fout avec quel appareil ils ont été prises. Les gens qui vont dans les musées, ils regardent la photo sur le papier et ils disent elle me parle ou elle me parle pas. Ils me disent pas c'est un Leica, non c'est un Hasselblad. Ils s'en foutent complètement. Donc il y a que les geeks photographes qui se battent entre eux. On dit mais moi j'ai un Hasselblad, moi j'ai un... Oui, on s'en fout en fait. Moi j'ai une des photos qui a mieux marché de l'année dernière sur Instagram, c'est je l'ai fait avec mon iPhone. Il n'y a même pas un bon iPhone, c'est un iPhone 8 Plus, pardon. Et donc il est déjà tout vieux, et c'est celle qui a le plus cartonné de l'année. Et alors que j'ai un A7 III, que j'ai plein de moyens formats, j'ai plein de trucs, plein d'options. Et au final, c'est celle qui a le mieux marché parce que c'est celle qui a le parlé aux gens. Comment tu définirais ton style artistique? Moi, j'aime bien imaginer que c'est un style... il y a le côté expérimental, il y a le côté tester des nouvelles choses. Et après, moi, personnellement, j'ai plus un style... j'ai besoin qu'il y ait des émotions. Donc, c'est plus autour de l'émotion, du temps qui passe. Mais j'aurais du mal à définir mon style parce que ça change tout le temps. Voilà, c'est difficile. Après, si on veut vraiment être très, très basique, on va dire que je fais du portrait. Mais le portrait, pour moi, c'est plus un moyen de faire des tentatives, des expériences. En fait, je déteste cette question. Ça fait 2 fois que je la pose dans mes podcasts. En fait, il faut que je la retourne parce que je trouve que, en plus, style, ça induit toujours quelque chose de visuel. Et je trouve ça pas intéressant de demander à quelqu'un ce que tu fais visuellement, alors que c'est quelque chose qui forcément va changer au cours du temps. Sinon, t'es pas un artiste, c'est toujours l'expérimentation. Donc c'est plus, qu'est-ce que toi tu mets comme intention dans tes photos? Peut-être qu'il faudrait que je tourne quelque chose comme ça. Comme intention, c'est de faire réagir les gens. Les gens s'arrêtent dans leur flux internet et qui vont dire cette photo m'intéresse, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, que ça se fasse poser des questions. Après, il peut y avoir des messages. J'ai fait des séries où il y a plus de profondeur, et puis des séries qui sont vraiment juste graphiquement intéressantes, mais qui n'ont pas un message précis. C'est dur de répondre parce que ça change aussi beaucoup. J'ai fait beaucoup de portraits. Maintenant, je
m'éloigne du portrait et je m'intéresse plus au paysage, à l'environnement, les choses comme ça. Donc ça évolue avec le temps et puis peut-être que je vais revenir au portrait dans 2 semaines. Enfin, tout dépend de la période. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on arrive sur mon profil Instagram ou même sur Internet, il y a souvent des gens que je signe pas, je dis pas qui je suis. Quand je poste sur Reddit, par exemple, je signe pas en tant que moi. Et les gens qui disent, mais c'est Mathieu, ça. C'est chelou comme expérience, ça doit être Mathieu. Et souvent, ils me reconnaissent. Donc, il y a quand même un style... qui ressort. Elle te vient d'où cette passion des objectifs bizarres, des weird lens? Au début, c'était une question de budget. Parce que donc, j'ai acheté mon tout premier appareil photo pour mes 30 ans et il y avait le kit lens avec qui venait et j'avais vu un mec sur un forum qui disait acheter le Sony Nex5, c'est un mirrorless. Alors à l'époque je savais même pas ce que ça voulait dire. C'est un mirrorless, donc vous pouvez adapter des objectifs vintage dessus. Ouais, c'est quoi l'intérêt? Puis il finit par mais ça coûte vraiment pas cher les objectifs vintage. J'ai dit je vais m'acheter celui-là, puis j'aurai le kit lens et puis si jamais je veux m'acheter un objectif vintage pour pas cher, je pourrais faire des expériences. Et mon père m'a dit moi j'ai un vieil objectif avec mon argentique, si tu veux tu peux le prendre. Donc je suis parti en Islande avec mon kit lens et un objectif vintage qui était avec le recul pas très bon, mais il ouvrait beaucoup plus que l'autre. Il était à 1.8 alors que le kit lens il s'arrêtait à 3, un truc comme ça. Et donc du coup j'ai fait tout mon voyage en Islande avec un adaptateur et le vintage, et au bout du 2e jour déjà j'utilisais plus du tout le kit lens, ça m'intéressait plus et je faisais tout en manuel. Et c'est comme ça que j'ai appris la photo. Et j'ai appris la photo en 3 jours en bouffant des vidéos YouTube avec les grands principes. Et après, j'ai testé en Islande pendant 3 semaines. J'ai pris plein de photos et avec le recul, il y en a plein qui sont nuls. Mais par contre, il y en a quelques-unes que j'étais vraiment très content. Et c'est ce qui me plaisait le plus, c'était le bokeh, le flou qu'il y avait, avec le flou de profondeur qu'on avait avec cet objectif-là. Et je me suis rendu compte que ce flou de profondeur, je pouvais l'obtenir qu'avec des objectifs qui ouvraient beaucoup. Donc à f1.8, 1.4, 1.2. Et donc du coup, quand j'ai vu les prix des f1.2, f1.4 modernes, j'ai dit ça sert à rien. Et quand j'ai vu les prix des f1.4 vintage à l'époque, parce qu'à l'époque ça coûtait rien quand j'ai commencé. C'est un peu ma faute aussi parce que j'ai lancé la mode des vintage, donc j'ai fait augmenter les prix. Mais à l'époque j'étais tout seul et personne n'était au courant. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à collectionner, à acheter, mais pour des sommes ridicules, plein d'objectifs. Et à me faire des collections comme ça, et jusqu'à un point où maintenant je pense que j'ai 200 objectifs vintage différents, et puis des objectifs aussi à faire des expériences avec des objectifs qui sont pas faits pour la photo, mais qui ont des caractéristiques qui sont impossibles en photo, des objectifs de projecteur qui sont genre à 100 mm f1.8, ou alors des trucs pour médicaux, scientifiques, microscopes, plein d'options militaires. J'ai un 75 f1.1 qui était un truc de vision nocturne. Ça fait des images complètement dingues. Et puis depuis, avec le temps, les marques chinoises surtout ont commencé à fabriquer des objectifs à f0.95, f1.1, f1.0. Donc du coup, j'ai réussi ils me les ont envoyés. Donc du coup, j'ai vraiment une armée maintenant d'objectifs qui ouvrent beaucoup. Mais à la base, c'était ça coûte pas cher, il y en a plein, et je peux avoir des images complètement dingues pour une fraction du prix. Et après, les prix ont explosé. Mais moi, j'avais déjà fait ma collection, et du coup, ça me donnait aussi du terreau, un sujet pour parler sur ma chaîne. Donc du coup, je faisais les reviews de tous ces objectifs qui avaient été oubliés. Puis j'arrêtais pas de faire des vides-greniers, des brocantes, mais surtout des vides-greniers en France, un peu partout, pour trouver des objectifs pas chers. Et du coup, j'en ai trouvé plein pour des prix complètement dingues. Maintenant, c'est impossible. Ouais. Je fais même plus. Si j'en fais encore des vides-greniers, mais c'est très très rare que je trouve encore des bonnes affaires. Moi, je me suis mis il y a quelques temps, et j'ai vu que justement avec le renouveau de l'argentique, maintenant c'est impossible de trouver des bonnes occasions. D'ailleurs, t'en penses quoi, ça, de ce renouveau de l'argentique? On voit de plus en plus de youtubeurs parler de ça. Il y a le prix des pellicules, il y a machin. Moi, j'étais très peureux par rapport à l'argentique pendant longtemps, donc j'étais vraiment un photographe digital. L'argentique, je me suis mis que depuis 3 ans peut-être, un peu plus de 3 ans. Je trouvais que c'était cher, que c'était du perte de temps, que tu avais tellement de temps entre la prise de la photo et le résultat, que justement pour un youtubeur qui a besoin de faire plein de contenu, devoir attendre 2 semaines pour avoir ses photos, pour pouvoir en parler, ça rallonge tout. Un peu comme pour mes débuts dans la photo tout court. C'est mon père, il m'a dit tiens, j'ai un vieil appareil, parce que j'avais plein d'objectifs, mais au final j'avais pas beaucoup de boîtiers argentiques. J'avais plein d'objectifs, j'avais mon digital, mais les boîtiers, soit je les revendais, parce que ça m'intéressait
m'intéressaient pas. Soit je les achetais pas, soit je les achetais qui étaient tellement dans un mauvais état que je pouvais pas les utiliser. Donc j'en avais quelques-uns en déco, quoi, chez moi, comme tout le monde, voilà, des vieux machins, des Brownie, mais des bons 35 mm des années 80 vraiment efficaces. J'en avais pas. Et donc mon père me dit, tiens, moi j'ai un vieux Fujica, tu peux l'essayer. Et j'avais reçu une pellicule par une marque qui m'a donné une pellicule. Et entre-temps, j'étais allé en Finlande chez Camera Rescue, qui est spécialisé dans l'argentique. Donc j'avais un peu vu quand même qu'il y avait pas mal de possibilités, qu'il y a vraiment des très beaux appareils, des très belles images. Et il m'avait dit un truc qui m'avait marqué à l'époque, c'est que en argentique, tu ne peux pas brûler une photo. En fait, tu peux mal l'exposer, mais c'est beaucoup plus, ça pardonne plus qu'en digital. Donc, du coup, tu peux récupérer des informations, et ça c'était vachement impressionnant. Et puis, il y a le côté pouvoir faire du moyen format, tous ces trucs-là qui sont impossibles en digital. Enfin, pas à des prix raisonnables. Donc, du coup, j'ai fait ces photos avec une vieille pellicule et en fait j'ai trouvé ça que c'était assez cool quand même. Et après je suis commencé à m'intéresser à l'argentique, mais le côté l'appareil plutôt que les photos. Je me suis acheté un Canon F1 et depuis je n'utilise aucun autre. Il est vraiment trop bien. Et donc du coup depuis la vidéo de cette semaine, c'était sur le moyen format. Donc là j'ai acheté un Kowa 6 et j'ai commencé à faire du moyen format. Avec les pellicules de 60 ans. Avec les pellicules de 60 ans. J'ai aussi essayé avec une pellicule moderne et c'est vrai que c'est assez jouissif d'avoir la couleur aussi. Mais du coup, ça a tout un langage différent. Ça te force à prendre ton temps. Le fait de pas avoir de batterie ou très peu en tout cas et d'avoir tout le temps que tu veux. Et puis, c'est vrai que c'est un peu excitant aussi. De pas savoir ce que ça donne et de recevoir 2 semaines plus tard et d'attendre, un mail ça. Avec vos scans sont prêts et de découvrir le truc. C'est rigolo parce que tous les défauts qu'on lui trouve, au final quand tu le pratiques, c'est quelque part une qualité, tu vois. Moi c'était ça aussi, c'était putain mais attends, je vais avoir mes photos dans combien de temps, machin et tout. Et au final tu les redécouvres, ou quand tu finis pas une pellicule et que du coup tu dois te dire oh putain faut que je finisse la pellicule et donc tu sais plus ce que t'as fait il y a 2 mois, voilà. Et que tu redécouvres tes photos, il y a un truc magique là-dedans. Non, puis il y a le côté tu sais pas si tu l'as raté ou elle est bien et tu découvres qu'elle est trop bien et tu te dis oh putain je suis content. Et des fois une photo que t'étais trop content d'avoir pris sur le moment, c'est une catastrophe. Et puis il y a le côté les light leaks, tous les petits problèmes auxquels t'as pas pensé, qui peuvent soit rajouter du caractère, soit foutre en l'air la photo. Après moi j'ai la chance de pas payer une grande partie du développement et du matériel, puisque je reçois les pellicules et j'ai des deals avec les labos, mais je me fais souvent la réflexion que ça coûte monstrueusement cher et que du coup là par exemple il y a un mois j'ai envoyé 4 pellicules de 35 mm à développer, dont une qui était complètement foirée. Ça c'était censé me coûter 100 €. Bon si je faisais ça en hobby, je ferais une pellicule par mois peut-être. Faire croire que l'argentique c'est que du fun et que c'est vachement supérieur au digital, c'est complètement faux. C'est un truc à côté. Ça doit rester un truc à côté. Et j'aime pas non plus certains youtubeurs ou certains photographes qui font l'espèce de ayatollah de non, on fait que de l'argentique, moi je fais que de l'argentique, la digitale c'est pour les losers. Non, j'avais vu une interview de Martine Parr. On lui demandait est-ce que si vous aviez eu le digital à l'époque, vous auriez préféré ou vous préférez vraiment l'argentique? Et tout de suite, il a répondu non, mais moi j'aurais pris le digital tout de suite, quoi. C'est tellement chiant l'argentique, tellement galère et tout. Et maintenant, j'utilise tout le temps mon téléphone. Si lui il dit ça, mais en fait, l'argentique, ça doit rester. C'est ça aussi ce que j'aime sur ma chaîne, c'est mélanger le passé, le futur et les nouvelles technologies. Et je déteste les gens qui justement disent non, mais moi je veux faire tout comme avant. Et avant c'était mieux. Et un point c'est tout. La photographie, c'est un milieu d'ego. C'est tout ce qui est artistique. Et du coup, les gens, il y a beaucoup de gens qui basent leur propre crédibilité interne sur quelque chose qu'ils maîtrisent, qu'ils ont appris comme ça. Et il y a plein de photographes qui te disent mais non, mais la photo c'est du noir et blanc. Voilà, la photo c'est tel genre, la photo c'est ça, la photo c'est ça. C'est la même chose pour l'argentique. C'est il y a une technique, en plus c'est compliqué. Si c'est compliqué, alors que c'est pas compliqué, c'est juste un apprentissage différent. Mais il y a un petit apprentissage à faire, donc forcément c'est plus carré, c'est plus machin. C'est toujours la même chose. Il y a les gatekeepers qui font en gros qui bloquent tous les autres parce que eux ils veulent avoir l'impression de contrôler la situation. Et c'est pour ça me fait penser au côté Instagram. Ils font de la vidéo maintenant, je veux plus l'utiliser. Non, il faut s'adapter en fait. C'est pareil pour l'argentique. L'argentique a disparu, il est revenu, il est pas mort, mais pas non plus en super bonne santé. Mais de là à dire maintenant je veux faire que de l'argentique, je suis un photographe argentique, c'est un bonus, c'est une qualité, c'est un talent, mais ça doit pas devenir une identité, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a plein de... Là, il y a Street Candy, c'est un
film, c'est une pellicule qui vient de disparaître justement parce que les prix de Kodak et tout ont tellement augmenté que les petits fabricants de pellicules, ils peuvent pas suivre en fait. Et donc c'est le renouveau de l'argentique existe. Par contre, dire qu'il est en pleine forme et que tout va bien, c'est faux. Et ça coûte quand même une fortune. Donc, soit on le développe à la maison, avec tous les problèmes que ça représente, et avec l'argent que ça représente, parce qu'il faut avoir un labo, au moins un espace pour pouvoir faire de la chimie et tout, un scanner, être capable de scanner, avoir la patience de scanner, parce que 36 photos à scanner, il faut se les taper. Ou alors, du coup, dépenser plus d'argent pour un labo. Moi, je travaille avec un labo à Paris qui est très bon. C'est vrai que, voilà. Tu peux dire son nom. C'est Nation Photo. Nation Photo. Voilà, Nation Photo, je suis allé dans leurs locaux et tout, je vois c'est vraiment, ils font attention à chaque pellicule, c'est impressionnant, mais c'est une expérience, quoi, c'est du fun. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête à réfléchir à est-ce que la pellicule, chaque photo va être une œuvre d'art incroyable et tout, mais j'ai la chance de pouvoir pas trop payer sur tous ces développements-là. C'est vrai que quelqu'un lambda qui va avoir c'est un budget. pas de relation avec un labo et qui va devoir payer ses pellicules et ses développements, ça fait très très cher. Donc de dire l'argentique est à la mode, c'est trop cool. C'est vrai que c'est un effet de mode et je sais pas si dans 3 ans il y aura encore un aussi gros effet de mode. Et du coup, est-ce que tu as un projet passé, présent ou même futur que tu veux nous présenter? Et je crois que ça a un rapport avec ce petit appareil. Donc là, déjà, c'est un objectif vintage qui est très rare parce que c'est un objectif concave. Donc celui-là, il vaut une fortune, mais justement, on me demande pourquoi je fais ma chaîne en anglais. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui en avait 2. Il a vu ma chaîne, il a dit « Mathieu, tu en veux un pour je sais plus combien il m'a proposé, mais vraiment une 50aine d'euros, il en vaut 600, 700. » Et j'ai dit « Ah bah oui, bien sûr !» Et il est en parfait état, et en fait, c'est un objectif qui donc est très rare, parce que le verre est concave et radioactif. Convexe comme les lentilles. Voilà. Et du coup, il est concave et radioactif, et donc du coup, ça fait une diffusion. Ouais, non, alors, on pourrait parler longtemps des objectifs radioactifs, mais... Pour ceux qui écoutent seulement, je viens de m'éloigner de l'objectif. Il y a une grande partie des objectifs des années 60-70 qui avaient des éléments radioactifs dedans pour faire une meilleure diffusion de la lumière à travers les lentilles. Sauf que c'était du thorium, donc c'était pas vraiment dangereux. Et j'ai fait 2 vidéos là-dessus pour expliquer que non, personne n'est jamais mort d'un cancer de l'objectif. Le seul moyen d'être en danger par rapport à des objectifs radioactifs, ça serait de dormir pendant 1 mois dans une salle remplie de 10 000 objectifs radioactifs. D'accord. Tous les jours, tout le temps. Donc c'est peu probable. Mais en général, quand on dit mon objectif est radioactif, tout le monde flippe. Et donc moi, ça me fait rire. Mais en effet, il est radioactif. Et donc du coup, ça permet de faire diffuser la lumière différemment. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas spécialement l'objectif, c'est que donc j'ai fait une collaboration avec Colarivision, qui est une entreprise américaine qui fait des modifications d'appareils. Et en fait, j'ai modifié mon Sony A7 II pour qu'il devienne infrarouge. Alors, je sais pas si on voit là. Donc du coup, le capteur, maintenant, il est capable, il est devenu full spectrum. Donc du coup, il est capable de capter tous les rayons différents, toutes les longueurs d'onde de lumière. Et ensuite, on va appliquer un filtre. Alors normalement, il est devant, mais là, c'est une nouvelle technologie qui est pas encore sortie, où le filtre est à l'intérieur de la caméra. Du coup, là, c'est un IR Chrome, donc ça veut dire qu'il va être capable de faire les modifications directement dans la caméra. Visuellement, on voit en fait toutes les plantes. Enfin, il y a plein de choses qui changent, mais surtout les plantes qui vont être rouge sang, rouge orangé. Je vous conseille d'aller sur son Instagram parce que ça fait un petit moment que je vois ces images passer et à chaque fois que je les vois, ça me what the fuck is l'esprit. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, et donc du coup ça va être mon prochain projet de parler de cette modification, de faire des expériences. Donc là déjà j'ai parlé avec eux un peu et il y a plein d'autres choses que je peux faire avec cette modification, changer les couleurs, voir des choses qu'on voit pas à l'œil nu. On peut voir à travers la peau, par exemple certaines veines. J'allais te demander, comme je disais, j'ai vu sur ton Instagram que tu avais déjà posté des images là-dessus. C'est toujours du paysage, des machins, ça rend des trucs de dingue. T'as testé en portrait, ça fait quoi sur la peau humaine? Le IR Chrome, ça change rien, donc c'est la peau humaine reste exactement pareille, donc ça c'est très bien. Les vêtements deviennent rouges, quels que soient les vêtements, parce que ça doit renvoyer des infrarouges d'une manière égale à celle des plantes. La peau humaine reste rose un petit peu rouge, mais enfin naturel quoi. Et par contre, si on met un autre filtre qui va être en 720 nm, donc là ça va être, on va avoir des choses qui vont apparaître qui n'apparaissent pas à l'œil nu, par exemple les veines sous la peau qui vont être beaucoup plus visibles, et la peau va être toute blanche. Donc ça fait on dirait plus des vampires.
Moi, je suis pas très fan sur les humains de cet effet-là. Par contre, sur les plantes, c'est très joli. Et puis après, il y a d'autres encore filtres qui existent. Et là, ils vont sortir encore des filtres expérimentaux où ça a augmenté les contrastes de couleurs et les saturations de la couleur dans la caméra directement. Par exemple, si tu prends des photos de fleurs, bah, tu auras des couleurs que tu vois pas, que la caméra aurait pas vues en fait, naturellement. Donc ça m'intéresse vachement. Je l'ai reçu le filtre, mais j'ai pas encore testé. Par contre, celui-là, je l'ai testé pas mal et moi j'aime bien. Et c'est pour ça, donc en ce moment, je fais plus de portraits, plus de paysages et moins de portraits, parce que c'est vrai que bon, les gens habillent tout en rouge, ça fait bizarre. Mais surtout, il y a ce côté, voilà. Les arbres deviennent tout rouges et tout, et c'est une vision du monde qui est complètement différente, et ça change aussi la vision du monde autour de soi. C'est-à-dire que un stade de foot ou un truc que j'aurais jamais pris en photo, ça m'intéresse pas. Là, d'un seul coup, tout devient rouge sang, il y a des taches de couleurs qui n'existaient pas du tout. Ouais, t'es rentré dans l'upside down là. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un côté nouveau monde, et ça, j'aime beaucoup. Et après, je vais essayer de le mélanger avec d'autres techniques expérimentales, soit des techniques de bokeh panorama, soit du moyen format digital, soit utiliser avec des objectifs qui ont un bokeh tournant, enfin faire plein de trucs. Donc il y a plein d'options. Donc ça, c'est un peu mon projet en ce moment. Et puis bon, on va continuer. J'ai l'anamorphique aussi, j'ai des objectifs anamorphiques à tester en ce moment. Et puis des projets au long cours qui sortiront cette année, ou des collaborations. Bah, c'est cool. Mais ouais, quand j'ai vu que tu avais fait ça sur Instagram, j'ai dit putain, faut pas que je loupe la vidéo, parce que là, ça va être un truc. Pour conclure sur ce podcast, généralement, et comme dans tous les podcasts, c'est le moment des recommandations. De savoir s'il y a un truc à conseiller aux gens lié à la photo. Ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un livre, un film, des séries. Chaîne YouTube, c'est compliqué parce que moi je suis abonné à, j'ai vérifié tout à l'heure, je suis abonné à presque 300 chaînes, donc donc ça va être dur de choisir une. Voilà, moi j'aime plein de sujets différents. Je suis pas spécialement abonné à des chaînes photos. Si je devais en conseiller, ce serait plutôt des américaines. Bon, bien sûr, il y a la tienne, mais abonnez-vous, mettez la cloche. Voilà. Et non, mais c'est vrai, en plus je regarde souvent. Il y a quelques chaînes françaises que je regarde, mais je serais pas capable de faire une liste précise. J'aime beaucoup regarder des choses qui n'ont pas de rapport avec la photo pour justement me nourrir d'idées pour faire des expériences en photo, donc autour des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Les recommandations, justement, un compte Instagram qui s'appelle Dali2, Dali comme D-A-2-L-E -2. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Donc. Et en fait, c'est une intelligence artificielle qui est capable de créer des photos, photoréalisme, à partir de textes. Et c'est pas encore sorti, c'est en train de... Tout le monde en parle, enfin dans la communauté intelligence artificielle, tout le monde en parle. Enfin, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Je pense que dans moins de 2 ans, les photographes vont avoir des gros problèmes. Ah oui. Voire disparaître. Parce que les photographes, je parle, pas tous les photographes, les photographes de mariage, ils ont encore des longues années devant eux. Mais tout ce qui est photographe, tout ce qui est photographe, Getty Images, tous ceux qui font les illustrations d'articles et tout ça, dans 2 ans c'est fini, parce que je crois que j'ai vu un article là-dessus. C'est pas une application, mais ça va sans doute l'être aussi, mais il faudra sûrement payer. Il est capable de créer des images. Moi, il y a encore 1 an, il faisait des images, il y avait les intelligences artificielles pouvaient faire des images qui étaient très réalistes, mais ça se voyait que c'était un peu pixelisé, un peu foireux. Là, celle-là, on voit plus, quoi. Et là, pour l'instant, elle est en période de bêta, donc pour l'instant, personne peut l'utiliser à part les créateurs, mais ils postent tous les jours des photos sur leur compte Insta, et c'est bluffant, quoi. Il y a des photos, j'ai du mal à croire que c'est pas fait par un photographe. Et il y a des humains et tout, avec des visages. Enfin, c'est pas juste des paysages ou des trucs un peu abstraits, c'est vraiment des trucs très complexes. À chaque fois, il y a la photo et puis il y a le prompt, enfin, ce qu'on lui a demandé de faire à l'écrit. Et le résultat visuel qu'il est capable de faire. Et donc ça, tout ce qui est intelligence artificielle, ça m'intéresse vachement. C'est au service des photographes maintenant, mais dans 2 ans, ou même peut-être moins, ça sera plus trop au service des photographes. Avant qu'ils nous Skynet la gueule. Non, mais là, j'avais fait des collaborations avec un mec qui faisait du deepfake et avec un mec qui faisait du deepfake audio. Et j'avais fait parler un personnage connu dans ma vidéo, alors que c'était pas sa vraie voix, mais c'était une voix artificielle. Mais ça, c'est mignon encore. Mais par rapport à ce qui va venir, quand on verra des journalistes ou des gens dans des grosses maisons d'édition de presse qui ont besoin tout le temps de contenu, quand ils auront le choix entre payer un photographe et pas payer un photographe et appuyer sur exactement ce qu'ils veulent, dire un mec qui pleure dans une pièce rouge. Hop, clique, il a la photo exactement comme il veut et c'est gratuit. Bon, surtout que ce sera beaucoup moins cher, ça va sûrement être un abonnement mensuel, machin, ça sera un abonnement. Et voilà. Déjà, actuellement, Unsplash, moi j'avais mis des photos sur Unsplash pour faire l'expérience, justement, voir comment ça se passait. Une de mes photos, elle a 10 millions de vues.
et elle a été utilisée. Tous les jours, je reçois des notifications. Elle est utilisée partout, sur tous les médias, dans la télé, sur des couvertures de livres. J'ai rien touché, pas 1 euro. Ça me fait marrer parce que ça montre que plus personne n'est prêt à payer un photographe. En fait, c'est tellement plus simple de soit pas payer, soit utiliser des images libres de droit, soit carrément les créer soi-même sans avoir besoin d'un photographe. Donc le photographe qui fait des photos illustratives pour Getty Images ou choses comme ça, c'est complètement fini. Dans moins d'1 an, à mon avis. Eh bien, c'est sur ces notes positives et cette joie de vivre pour tous les photographes qui nous écoutent qu'on va se laisser. Mathieu, merci beaucoup. Je mettrai tous les liens dont on a parlé dans la description. Je ne sais jamais encore comment finir ces podcasts, donc je vous fais des bisous. Il y a sûrement des abonnements. Déjà, évidemment, abonnez-vous à la chaîne de Mathieu. Sur les plateformes de podcast, partagez ce podcast, c'est ce qui aide. Voilà. Sur YouTube, pareil, il faut s'abonner, il faut liker, il faut commenter nos vidéos. Et sinon, on se retrouve très vite. Voilà, des bisous. Un dernier mot. Piu. Ok, merci. Ciao.